Contrairement à Inception, Le Prestige ou Memento, en sortant du cinéma, Tenet semble assez clair et peu difficile à comprendre. Une fois qu'il faut expliquer précisément certains éléments, ou qu'il faut poser une chronologie claire, comme j'ai cherché à le faire, on se rend compte qu'il y a en réalité de très nombreuses subtilités. Dans cette vidéo, il n'est pas question de vous parler du carré Sator ou de vous dire que Neil est le fils de Kat. Tout le monde l'a déjà fait. Au contraire, je vous expliquerai parmi d'autres choses pourquoi Neil ne peut pas être le fils de Kat, comment Sator survit à sa mort au Vietnam, pourquoi il n'y a non pas 4 mais 6 Neil en même temps, ou encore pourquoi il n'y a pas 2 mais 5 Kat, et pourquoi ce n'est pas un problème qu'il y en ait 2 ensemble à la fin du film. Je vous révélerai également le secret caché dans le tableau d'Arepo, ainsi que les rares erreurs qui me semblent exister dans le film de Nolan. Enfin, je vous expliquerai en détail les 2 scènes les plus compliquées du film, la course-poursuite à Tallinn et la bataille de Stalks 12. L'objectif est simple, vous donner une compréhension quasi parfaite du film. Pour faire cela, il est absolument indispensable de reprendre l'intégralité de la chronologie du film. Afin d'être aussi clair que possible, je vais utiliser 2 représentations qui avanceront en même temps, une première circulaire, une seconde à forme de frise chronologique. Le film débute sur l'attaque terroriste à l'Opéra national de Kiev, alors qu'une équipe américaine s'infiltre au sein d'une opération ukrainienne. Les terroristes travaillaient pour Sator et cherchaient à récupérer la dernière pièce de l'algorithme que celui-ci faisait passer pour du plutonium-241. Ils échouent et ce sont les forces ukrainiennes qui le récupèrent. Le protagoniste pense avoir été trahi par quelqu'un, mais c'est en réalité Sator qui a créé un étau temporel et possède des informations en avance. Le protagoniste décide de se suicider plutôt que de donner des informations sur ses équipiers. Dans le même temps, se déroulaient les événements du yacht au Vietnam et la bataille de Stalks 12. La capsule de cyanure que le protagoniste avale était une fausse et il se réveille sur un navire. Un homme lui révèle qu'il vient de passer un test pour entrer dans l'organisation Tenet, un mot qui ouvrira de bonnes et de mauvaises portes. Le protagoniste se rend ensuite dans un laboratoire de Tenet où il découvre la mécanique de l'inversion et qu'une immense menace pèse sur l'humanité. Il part après pour Mumbai afin d'obtenir des informations sur des balles provenant du futur auprès d'un vendeur d'armes, Priya Singh. Il y rencontre Neil qui va l'aider à s'introduire et s'enfuir de l'immeuble où elle se trouvait. C'est là qu'il apprend l'existence de Sator et son souhait de récupérer ce qu'il fait passer pour une charge de plutonium. À Londres, le protagoniste rencontre Sir Michael Crosby qui lui fournit un faux tableau de Goya qui lui permettra d'entrer en contact avec Kat, la femme de Sator. Il informe également qu'une détonation a été enregistrée en Sibérie le jour de l'attaque de l'opéra. Kat explique au protagoniste que son mari l'empêche de voir son fils et la fait chanter grâce au faux tableau qu'elle lui a vendu. Elle promet de lui faire rencontrer Sator si le tableau est détruit. Elle l'informe le lendemain que le tableau est conservé dans un port franc, à Oslo. Neil et ses complices mettent en place un plan pour s'introduire dans la chambre secrète du Pentagone, où ils pensent pouvoir récupérer le tableau. Ils font rentrer un avion dans le bâtiment, ce qui active les sécurités et leur permet de déverrouiller manuellement les portes. Une fois dans la pièce secrète, ils entrent en contact avec 2 versions futures du protagoniste, dont l'une est inversée. Neil démasque l'autre et comprend la situation. Il va alors empêcher le protagoniste de tuer une future version de lui-même, puis ils partiront sans la moindre trace du tableau. Le protagoniste retourne à Mumbai afin d'évoquer la situation avec Priya, qui lui explique que le tourniquet permet d'inverser l'entropie et que les 2 assaillants étaient une seule et même personne. Elle explique que la machine a été créée dans le futur et qu'elle est utilisée afin de détruire l'humanité du présent. Le protagoniste parvient ensuite à entrer en contact avec Sator, qui veut le tuer mais est troublé lorsqu'il lui parle de l'attaque de l'opéra. Le lendemain, Sator révèle à Kat que le tableau n'a pas été détruit et qu'il le possède toujours. Grâce à un étau temporel, Sator était en effet au courant de l'attaque et avait pu retirer le tableau du port franc. Au cours de l'excursion en catamaran, le protagoniste sauve Sator de la noyade après que Kat ait essayé de le tuer. Sator l'autorise alors à récupérer pour lui le faux chargement de plutonium que les Ukrainiens vont déplacer à Tallinn. L'équipe du protagoniste vole le chargement, mais celui-ci réalise qu'il ne s'agit pas de la charge de plutonium, mais bien du même objet qu'à l'opéra. Il est cependant obligé de donner la mallette à Sator qui s'est inversé un peu avant dans le hangar, car celui-ci a pris Kat en otage. La scène sur l'autoroute fera l'objet d'une explication détaillée plus tard dans la vidéo, elle n'est pas nécessaire à la compréhension du scénario. Le protagoniste est capturé par les hommes de Sator. Le Sator inversé lui demande ce qu'il a fait du chargement, mais le protagoniste lui ment. C'est alors que le Sator non inversé arrive et lui demande la même chose,
avant d'être interrompu par Neil et Ives, le chef des forces spéciales de Tenet. Sator s'inverse alors puis tire sur Kat pour forcer le protagoniste à parler. Afin de sauver Kat qui est blessée, mais également pour essayer de stopper Sator, le groupe utilise l'inversion temporelle. Il cherche à remonter une semaine en arrière afin de se réinverser à Oslo. Le protagoniste échoue à stopper Sator qui récupère la partie de l'algorithme car il possède plus d'informations grâce à l'étau temporel. Il survit à l'explosion de sa voiture car Sator n'a pas considéré que l'inversion temporelle empêcherait le protagoniste de brûler. Cette scène est celle qui m'a fait réaliser l'erreur faite par Nolan dans le film. Nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. Il se réveille ensuite sur un navire de Tenet où l'équipe d'Ives l'a ramené et où Neil révèle être un agent de Tenet. Ils ramènent tous les deux Kat une semaine en arrière afin de profiter de la présence du tourniquet à Oslo. Une fois là-bas, ils profitent de la pagaille créée par l'avion pour s'introduire dans le Pentagone. Le protagoniste revit le combat avec lui-même, cette fois en étant celui inversé. Il parvient à se réinverser, puis Neil peut faire de même avec Kat une fois la salle libérée par les anciennes versions du protagoniste et de Neil. L'inversion faite, les trois personnages s'échappent dans l'ambulance, à nouveau dans une direction normale de temporalité. Le protagoniste a une discussion avec Priya qui lui explique que l'algorithme a été créé dans le futur, puis séparé par sa créatrice. Des dirigeants de cette époque ont enterré des informations, de l'or ainsi que des consignes qu'ils avaient inversées afin qu'elles remontent dans le temps et soient découvertes par Sator. Il lui est demandé d'assembler l'algorithme, ce qui permettra apparemment de détruire le présent pour protéger les générations futures des changements climatiques. Kat révèle que Sator est atteint d'un cancer et Neil qu'il a sûrement relié l'algorithme à son rythme cardiaque. S'il meurt, sa montre enverra un mail qui activera une balise GPS afin que l'algorithme puisse être récupéré par les humains du futur. Kat pense que le Sator inversé cherche à retourner au Vietnam afin de profiter d'une période heureuse avant de mourir. L'ensemble des forces spéciales et des acolytes de Tenet s'inversent afin de retourner au jour de l'attaque de l'opéra. Les forces sont séparées en deux groupes, l'équipe rouge avec Ives et le protagoniste, et l'équipe bleue avec Neil et Wheeler. Le protagoniste donne un téléphone à Kat afin qu'elle le prévienne si elle venait à se sentir en danger. Le navire ramène chaque groupe à son lieu d'action. Les équipes rouges et bleues sont séparées sur Stalks 12, alors que Mahir et Kat sont envoyés au Vietnam. Ces derniers remontent un jour supplémentaire afin de pouvoir se rendre jusqu'au Vietnam. Le but est de positionner toutes les équipes au jour où se produisent trois événements. La détonation à Stalks 12, l'attaque terroriste à l'opéra, ainsi que la fin des vacances de Sator, Kat et leur fils. Les forces spéciales de Tenet arrivent à Stalks 12 où l'activité de l'algorithme a été repérée. L'équipe rouge revient en temporalité normale au début de la bataille, alors que l'équipe bleue reste inversée et démarre la bataille 10 minutes après. Nous reviendrons en détail plus loin dans la vidéo sur cet étau temporel. Au Vietnam, Kat cherche à retarder au maximum la mort de Sator afin de donner le plus de temps possible aux forces de Tenet pour récupérer l'algorithme. J'expliquerai plus tard en détail la bataille de Stalks, mais voici les éléments importants pour comprendre l'histoire. Neil fait au départ partie de l'équipe bleue, mais il voit Volkov piéger l'entrée du souterrain de Stalks 12. Il décide alors de se réinverser et passer dans l'équipe rouge afin de prévenir le protagoniste et Ives. Ceux-ci ne l'entendent cependant pas et se retrouvent dans le souterrain, puis face à une grille verrouillée. Un soldat inversé se sacrifie afin d'ouvrir la grille et permettre à ses alliés de récupérer l'algorithme. Kat ne veut pas que Sator pense avoir gagné et lui révèle donc la vérité avant de le tuer. Le Neil de l'équipe rouge tire le protagoniste et Ives hors du souterrain, juste avant que l'explosion ne se produise. Ives sépare l'algorithme et demande à Neil et au protagoniste de cacher les morceaux. Alors que Neil lui donne sa part de l'algorithme, le protagoniste remarque le crochet sur son sac et comprend que c'est lui qui l'a sauvé dans l'opéra, mais également que c'est lui qui s'est sacrifié pour ouvrir la grille dans le souterrain. Neil lui rappelle que ce qui doit se passer se passera, lui dévoile que c'est le protagoniste qui l'a recruté, et que c'est pour lui le début d'une belle amitié. Neil s'envole alors avec Ives vers l'opéra afin de sauver le protagoniste dont la version passée est en train de s'infiltrer dans l'opération ukrainienne. Il s'inverse une dernière fois et retournera se sacrifier dans le souterrain pour ouvrir la grille à Ives et au protagoniste. Après avoir reçu l'appel de Kat qui lui indiquait qu'elle avait vu une voiture suspecte, le protagoniste révèle à Priya qu'elle travaillait pour lui. Il l'élimine ainsi que son garde afin que Kat et Max survivent. Le protagoniste crée ensuite Tenet dans le passé et ou dans le futur. Les forces spéciales de Tenet sont séparées en deux équipes. La bleue, qui s'inverse sur les navires grâce au tourniquet de Priya, et la rouge, qui reste dans une temporalité normale. Les deux groupes sont amenés à Stalks 12 dans des conteneurs bleus et rouges transportés par des hélicoptères.
Dans ces conditions, ils vont pouvoir réaliser un étau temporel. L'équipe bleue de Neil et Wheeler démarre l'attaque en inversé 10 minutes après l'équipe rouge. Au sein de l'équipe rouge, le protagoniste et Ives forment le groupe qui va récupérer l'algorithme dans le souterrain. Chaque équipe assiste à son propre briefing, qui contient des informations apportées par l'autre équipe, qui a, du point de vue de chaque équipe, déjà réalisé la mission. L'équipe rouge avance de façon normale dans le temps et exécute la mission. Elle donne ensuite les informations à l'équipe bleue, qui va réaliser la mission en étant inversée. Une fois leur mission finie, ils arrivent au moment où l'équipe rouge va commencer sa mission et peut ainsi ensuite leur donner les informations qu'ils ont récoltées. Les deux équipes s'informent ainsi au même moment, ils peuvent mener la mission avec une quantité maximale d'informations. Et le cycle se répète indéfiniment. C'est pour cela que les équipes sont séparées et qu'on les empêche de se voir. Il faut éviter qu'ils voient les dégâts de l'affrontement avant même qu'ils ne commencent. L'impression qu'il y a beaucoup de tirs et d'explosions inutiles est seulement en partie justifiée. Une part importante de ce qui semble inutile est en réalité due au fait que les équipes agissent en même temps, une équipe en inversé et une équipe en temporalité normale, ce qui fait que beaucoup de dégâts ont une origine qui semble invisible. Il y a en plus de nombreuses mines qui n'aident pas à la compréhension de l'ensemble. Les équipes utilisent des montres avec des timers de 10 minutes pour se coordonner. Elles se partagent des informations cruciales sur la bataille avec le timing des événements en question. Notamment, à la moitié du temps, les deux équipes vont créer une double explosion sur un immeuble afin de permettre à Ives et aux protagonistes d'entrer dans le souterrain sans être repérés. Il n'y a effectivement pas d'autre raison à cette explosion. La séquence la plus marquante du film est donc une simple distraction. Juste avant cette séquence, Neil avait cependant remarqué que Volkov, le garde de Sator, avait piégé l'entrée de ce souterrain. C'est à ce moment-là qu'il décide d'utiliser le tourniquet présent dans la ville afin de quitter l'équipe bleue inversée pour rejoindre l'équipe rouge et prévenir le protagoniste et Ives du danger. Il échoue cependant à les distraire et décide de retourner au lieu de la détonation afin de les aider à sortir du souterrain. Une fois entrés dans le souterrain, Ives et le protagoniste trouvent un membre de l'équipe bleue mort derrière une grille. On sait qu'il s'agit de Neil. Volkov est prêt à jeter l'algorithme et l'enfouir avec la détonation d'une bombe. Le protagoniste est alors en communication avec Sator, qui se trouve au Vietnam avec Kat. Sator lui dit regretter uniquement d'avoir amené un fils à la vie dans un monde condamné. Il met fin à la conversation, pensant avoir remporté la bataille. Puisque le Neil décédé était inversé, il se relève alors et est tué par Volkov. Toujours en inversion, il ouvre la grille et court en inversé vers l'endroit d'où il venait. Cela permet au protagoniste de faire tomber Volkov dans le trou où devait être jeté l'algorithme. L'équipe récupère donc l'algorithme et s'accroche au grappin que leur envoie le Neil de l'équipe rouge. Au Vietnam, Kat a dévoilé la vérité à Sator et l'a tué avec un silencieux. Cela n'aura pas d'importance car l'algorithme avait été récupéré et l'explosion de la bombe n'a donc pas permis de l'enfouir à Stalks 12. Neil démarre son véhicule et sort de justesse le protagoniste et Ives du souterrain avant que la bombe n'explose. La mission semble finie, mais en réalité, après la répartition de l'algorithme, Ives et Neil prennent un hélicoptère. Neil se rend ici à l'Opéra de Kiev, où il sauvera le protagoniste en s'inversant à nouveau. Suite à cela, il retournera à nouveau à Stalks 12 afin de se sacrifier pour ouvrir la grille au protagoniste et Ives. C'est pour cela qu'il existe donc une courte séquence où 6 Neil existent sur la planète. Le premier est celui qui sauve le protagoniste dans l'opéra. Le second est celui qui est inversé et se rend à la base militaire avec les forces spéciales de Tenet. Le troisième est celui qui attend 1 heure avec l'équipe bleue. Le quatrième est celui qui s'est inversé avec l'équipe bleue. Le cinquième est celui qui s'est réinversé et est dans le véhicule. Et enfin le sixième est le Neil qui revient plus tard et se sacrifie pour ouvrir la grille. Une précision cependant, il est possible qu'il ne soit en réalité que 5 en même temps car le créneau dure moins de 10 minutes. Il n'est donc pas tout à fait certain que l'attaque de l'opéra se passe durant ces quelques minutes, mais la possibilité existe. Il y a en tout cas au minimum 5 Neil en commun à un moment donné. J'ai déjà en partie répondu à cette question, mais c'est souvent un malentendu dans la compréhension du plan de Sator et des dirigeants du futur. La mort de Sator ne mène pas à la destruction du monde. La mort de Sator active seulement une boîte mail qui activera, elle, une balise GPS qui permettra aux dirigeants du futur de localiser et récupérer l'algorithme. Ils pourront alors l'activer afin de détruire le présent, leur passé.
La conséquence est la même, mais cela implique une énorme différence. La destruction du présent ne se fait pas quand Sator meurt, mais quand les dirigeants du futur activent l'algorithme. C'est pour cette raison que la bataille de Stalks 12 existe. Les hommes de Sator avaient pour mission d'enfouir très profondément l'algorithme, puis de l'ensevelir avec une explosion. C'est cela que le protagoniste parvient à éviter à la fin du film en faisant tomber le bras droit de Sator dans le trou qui devait servir à l'algorithme. Un autre détail pourrait avoir son importance. Sator laisse sous-entendre à la fin du film que les humains du futur ne veulent pas détruire la planète comme le film peut le laisser penser. Il chercherait seulement à éliminer les humains afin de revenir dans le passé pour profiter d'une terre habitable. J'aurais aimé en savoir plus sur Arepo, mais malheureusement je n'ai pas trouvé la moindre indication qu'il y a un secret sur le personnage dans le film. Cela dit, je pense qu'il y en a un à propos du tableau. Il est dit dans le film qu'il existe 2 faux. Je pense qu'il est possible qu'il n'en existe en réalité qu'un seul et que celui-ci ait été inversé. Il se trouverait ainsi à la fois en possession de Sator et de Michael Crosby, qui le donne ensuite au protagoniste. On remarque d'ailleurs au passage que Sir Crosby savait certainement que le monde était sauvé, vu qu'il dit au protagoniste de sauver le monde et qu'ils équilibreront ensuite les comptes pour l'achat de son costume. Tout YouTube vous a expliqué que Maximilien était nil, et je comprends pourquoi. C'est aussi ce que j'ai pensé aux 2 premiers visionnages. Plusieurs éléments donnent du grain à moudre. Les 4 dernières lettres inversées de Maximilien, la couleur des cheveux de Robert Pattinson changée pour le film, les allusions à la mise en danger d'une femme et d'un enfant, l'amitié avec le protagoniste qui aurait pu venir du fait qu'il ait potentiellement remplacé son père, ou encore le fait que Pattinson sache la date des vacances au Vietnam. C'est évidemment très tentant. Un premier élément cependant. Robert Pattinson a 34 ans, Laurie Shepard qui joue Maximilien en a 10. En étant très généreux, on pourrait dire que les personnages ont 15 ans d'écart et non 24. Pour que Neil soit présent à l'époque du film, il faudrait donc qu'il ait vécu en inversion pendant 15 ans. Mais au-delà de cela, il ne faut jamais se faire repérer. On voit déjà la difficulté pour les personnages à le faire pendant 1 semaine, alors pendant 15 ans. Ensuite, il ne peut avoir aucun contact extérieur pendant 15 ans puisqu'il est inversé. Si vous ne pensez pas que cela doit être difficile à survivre psychologiquement, demandez-vous pourquoi les dirigeants du futur ont demandé à Sator de mener à bien leur plan au lieu d'envoyer leurs propres forces, certainement plus fiables qu'un vendeur d'armes, de l'ère post-URSS. Mais surtout, il lui faudrait suffisamment d'oxygène pour tenir ces 15 années. J'ai du mal à réaliser ce que cela représente tant cela doit être une quantité gigantesque. Il y a en plus la question du vieillissement. Il est indiqué dans le film que le temps continue lorsque l'on est inversé. Ce n'est cependant pas clair si l'on vieillit ou si l'on rajeunit en étant inversé. Si l'on rajeunit, ce n'est pas important, mais si l'on vieillit, cela voudrait dire que Max est inversé avant ses 20 ans et aurait donc passé la moitié de sa vie en inversion. Enfin, Neil dit à la fin du film que le futur du protagoniste se trouve dans son passé. Le protagoniste est donc probablement retourné dans le passé pour créer Tenet, et c'est là qu'il y a rencontré Neil. En écrivant cette ligne, je me demande si une version plus âgée du protagoniste n'existerait pas dans le film en même temps que la normale, mais il faudra pour cela attendre la sortie en Blu-ray pour examiner le film image par image. Pour les autres éléments souvent mis en avant, je réponds très rapidement. Neil fait partie d'une organisation secrète, il n'y a rien d'incroyable au fait qu'il sache la date des vacances de l'ennemi de son organisation. Personne n'a jamais dit que Max était le raccourci de Maximilien. Ça pourrait être celui de tous les prénoms que je vous affiche actuellement à l'écran. Si Kat était sa mère, il serait certainement un peu intéressé par elle, au moins quand elle est en danger. Ce n'est jamais le cas. Certains disent que Max possède sur son cartable la languette rouge que possède Neil. C'est faux. Dans la scène finale du Vietnam, on voit Kat et Sator quitter le yacht, la première en bateau, le second en hélicoptère. Les deux se retrouvent pourtant ensuite sur le yacht parce qu'ils se sont tous les deux inversés. Le Sator qui meurt des mains de Kat est en réalité celui qui a fait une inversion à Tallinn et qui est revenu 2 semaines en arrière. Kat s'est elle inversée sur le navire de Tenet après avoir subi 2 inversions. Les versions passées de Kat et Sator sont donc bien en vie et cela signifie que Sator était fort probablement parti à l'opéra de Kiev puisque c'est là qu'il était supposé retrouver la dernière pièce de l'algorithme. Certains avaient ainsi l'impression qu'il y avait 2 Kat à la fin du film, puisqu'elles se croisent au Vietnam et que les deux restent en vie.
C'est le cas pendant 2 semaines, l'intervalle de temps entre le Vietnam et Tallinn. La Kat du passé va vivre tous les événements qu'a vécu la Kat du futur, notamment ses inversions, qui la ramèneront au Vietnam où elle tuera Sator et verra la Kat du passé dans une boucle infinie. Après que Kat soit inversée à Tallinn, il ne reste qu'une seule Kat, qui sera toujours celle du futur, puisque la Kat du passé retourne en arrière jusqu'au Vietnam pour devenir la Kat du futur. Pendant quelques jours, il existe donc jusqu'à 5 Kat, celle du passé qui pense que le protagoniste a détruit le tableau, celle qui a été blessée par Sator et qui a été inversée jusqu'à Oslo pour guérir, celle qui a été réinversée à Oslo, et enfin la Kat du futur qui se cache en attendant que Kat soit inversée à Tallinn. C'est d'ailleurs la même chose pour Neil et le protagoniste. Oui, c'est peut-être la scientifique jouée par Clémence Poésy qui créera l'algorithme. C'est tout. Peu d'erreurs existent dans le film quand on considère le sujet qu'il traite, mais il en existe quand même. Parmi celles-ci, une seule me paraît être un vrai plot hole, ce que l'on verra en dernier. Lorsque Sator fait brûler la voiture du protagoniste, le transfert de chaleur est inversé, ce qui cause une hypothermie au protagoniste. Cela est dû aux effets de l'inversion sur lui et non pas sur l'intégralité du monde. Le briquet n'était pas inversé, et donc le feu a causé l'effet inverse à son effet normal au protagoniste. Cependant, le même effet devrait s'appliquer aux autres explosions, moteurs voire armes présentes dans le film, puisque leur fonctionnement implique un transfert de chaleur. N'ayant pas de connaissances particulières en physique, j'ai contacté un des boss en physique du YouTube Game, ScienceClick, qui m'a confirmé cela. Je vous affiche notre conversation. Il m'a aussi fait remarquer quelques jours après que les flammes apparaissent dans le même sens temporel que celui du protagoniste, ce qui fait qu'il aurait dû brûler et non geler. Au final, soit Nolan s'est retrouvé bloqué pour sauver le protagoniste et s'est arrangé avec cette scène, soit ce sont des erreurs involontaires. Dans le même ordre d'idées, un problème existe quant à la différence de traitement que reçoit la flaque d'eau par rapport aux impacts de balles dans les murs. Pour un développement plus détaillé, je vous envoie en description vers un post Reddit qui l'explique longuement. Ces erreurs me semblent cependant pardonnables, et comme me l'a répété ScienceClick, elles sont dues principalement au fait qu'il soit impossible d'inverser l'entropie d'un corps, et donc que représenter cela est dès le départ impossible. La seule erreur du film qui me semble vraiment insurmontable se trouve dans une décision illogique des personnages. À plusieurs reprises, des personnages pourchassent quelqu'un qui s'est inversé en s'inversant eux-mêmes. À nouveau, la séquence de Tallinn permet de l'illustrer parfaitement. Sator s'inverse et quelques minutes après, le protagoniste le poursuit en s'inversant. Considérons que Sator l'ait fait à 10h et le protagoniste à 10h10. Une fois le protagoniste inversé, s'il attend 10 minutes, il sera maintenant 10h pour lui. Il va donc à ce moment-là voir Sator puisque c'est le moment où il s'est inversé. C'est une méthode bien plus simple et qui assure de pouvoir attraper la personne que l'on pourchasse. L'idée n'est pas évidente à trouver pour la première fois, mais on peut supposer qu'une organisation ayant eu des décennies et de nombreux agents d'agences de renseignement aurait pu y penser. Non, il s'agit en fait seulement d'une question de perspective. Le passage le plus évocateur est celui du tourniquet à Oslo. Les deux protagonistes semblent apparaître de nulle part dans la première séquence dans cette pièce. En réalité, c'est seulement le cas depuis la perspective de personnes allant dans une direction temporelle normale. Lorsque la situation est inversée et que l'on va dans une temporalité inversée, on voit bien les deux personnages en même temps et ceci donnerait au contraire l'impression de disparaître en se réunissant. La même chose se produit pour les objets et les impacts de balles dans la pièce, qui donnent l'impression de disparaître dans une temporalité normale et d'apparaître dans une temporalité inversée. Également, si un objet non inversé est déplacé par un objet inversé, il ne sera inversé que pour la durée où la force continuera de s'exercer. Il reviendra ensuite dans un sens de temporalité normale. C'est donc uniquement une question de point de vue. Les objets et personnes n'apparaissent pas de nulle part. Au premier visionnage, un des éléments qui m'a le plus perturbé était la valise envoyée par le futur à Sator. Ils ne sont pas venus eux-mêmes à cause de la logistique, mais je ne comprenais pas comment ils pouvaient être sûrs d'atteindre Sator au bon moment, et lui en particulier sans risquer qu'une autre personne ne le trouve. La réponse est en fait assez simple une fois tous les concepts du film saisis. Ils ont inversé une valise contenant l'or, les informations et les consignes, et l'ont déposée à l'ancien emplacement de Stalks 12. Ils savaient en effet que seul Sator s'était rendu à cet endroit-là, à ce moment-là, puisqu'il y avait eu un accident avec du plutonium. Il est même envisageable que l'accident ait été provoqué par les dirigeants du futur, puisque la scientifique explique que des armes pourraient être utilisées dans le passé
et depuis le futur et que cela est vaguement sous-entendu dans le film. Si vous avez trouvé cette analyse approfondie, je vous affiche en écran de fin mon analyse sur Shutter Island qui l'est encore plus. J'ai également fait des vidéos sur Inception et Fight Club. Si vous souhaitez voir un autre film analysé en profondeur, les commentaires vous sont ouverts. Pensez à vous abonner et à bientôt.